Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. On va parler en tout début d'émission de 30 ans de musique, ou quasiment 30 ans de musique de jeux vidéo chez Ubisoft, avec le directeur musique justement du grand éditeur français. Il sera avec moi au tout début de l'émission. Seconde partie, un débat d'actualité sur la Coupe du Monde e-sport, puisque c'est la France qui accueille la eSports World Cup. Deux dirigeants de grandes équipes françaises seront avec moi pour débattre, pour m'expliquer aussi tous les enjeux autour de leur secteur, puisque le secteur du e-sport en France est en train de se développer et il y a encore beaucoup de choses à construire. Et en toute fin d'émission, j'accueille le délégué général de Gaming, c'est l'association des professionnels du jeu vidéo dans les Hauts-de-France, c'est eux notamment qui organisent chaque année le Game Camp à Lille. Voilà pour le programme, tout de suite, Serious Game. Petite erreur en lancement, je dis Serious Game puisque c'est la séquence habituelle d'ouverture de PlaySmart, mais exceptionnellement pour cette avant-dernière de la saison, on ouvre avec un boss, le boss de la musique chez Ubisoft depuis plus d'un quart de siècle, Alkis Argiadis. C'est pas facile à prononcer, mais je crois que j'ai plus ou moins réussi. Argiadis, très bien. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Parce que j'ai l'impression, quand je me suis renseigné sur vous, c'est déjà quand vous êtes arrivé chez Ubisoft, il n'y avait personne qui savait vraiment quelle était votre fiche de poste. Oui, ça c'est sûr. Je suis arrivé chez Ubisoft en 1999, donc dans un temps où les écoles de jeux n'existaient pas, où les métiers et même les métiers de développement étaient à créer. Donc en fait, j'ai commencé comme designer sonore, c'est mon métier de base, je suis musicien aussi. Et puis en effet, j'ai participé à la grande aventure de créer toutes les technologies et les process industriels pour créer les jeux vidéo au niveau audio et au niveau musique plus spécifiquement. On pourrait dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de choses ont été construites. Votre carrière a beaucoup avancé puisque vous êtes maintenant directeur de la musique chez Ubisoft et plus simplement un responsable effets sonores ou autre. Et de manière plus générale, la musique de jeux vidéo allait rentrer, on va dire, dans la grande culture. La Philharmonie à Paris met en avant, et notamment la musique d'Ubisoft avec un concert dédié à Assassin's Creed. On va écouter. Alors pour ceux qui sont habitués aux musiques d'Assassin's Creed, là c'est la musique issue du jeu Black Flag, dont le remaster, ou plutôt le remake, sort cette semaine. Le Resynced le 9 juillet. Ouais. Certains ont la chance d'y jouer un petit peu, j'en fais partie. Et c'est vrai que la musique de jeux vidéo aujourd'hui, on peut se dire parfois la frontière avec la grande musique, elle n'existe plus en fait, il n'y a plus de frontières. Ça fait longtemps, je pense qu'elle n'existe plus et c'est chouette. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait vraiment... on regardait la musique de jeux vidéo comme une musique avec des petits bips, les musiques un peu cheap, quoi. C'était surtout un travail de codeur plus que de musicien. Exactement, c'était fantastique parce que c'était les mains dans le code qu'on créait les bandes-son formidables d'ailleurs, des jeux des années 80 et 90. J'ai commencé à la toute fin des années 90, c'était justement la transition. À l'époque, on appelait ça la qualité CD, c'est drôle avec rétrospectivement. Mais on a pu mettre de la grande musique, des grands orchestres qu'on va enregistrer dans les plus grands studios du monde. On met toutes les musiques, hein. C'est pas forcément de la grande musique orchestrale comme là, ce qu'on vient d'entendre de Brian Tyler, la fantastique soundtrack de Assassin's Creed Black Flag. Mais on va dans tous les styles musicaux et c'est une des richesses de la musique de jeux vidéo que d'aller dans tous les styles, dans tous les horizons. La musique électronique, du rock, du rap, de la musique symphonique, par bien exemple, sûr. Stormzy, je crois, c'est dans Watch Dogs Legion qui se passe à Londres. Absolument. Donc il y a des interactions entre des vrais grands artistes et des jeux vidéo, des licences importantes, même des fois sur des jeux indés. Hein. On pense par exemple au jeu Hades où on a eu des super bandes son. Est-ce que vous pensez que les prochains grands musiciens ils vont émerger via des jeux vidéo? C'est une bonne question. Chez Ubisoft, on adore travailler avec les grands noms de la musique de jeux vidéo, les grands compositeurs. Je pense les premiers qui me viennent à l'esprit, là, c'est Christophe Herral et Grant Kirkhope, puisqu'on va ressortir un Rayman Retold en octobre prochain, et ils ont fait une super musique.
Mais on travaille aussi avec des gens moins connus qui débutent dans leur carrière et, comme vous le Qui peuvent se suggérez, bien sûr, qui vont se révéler. Et on travaille aussi avec des gens qui n'ont jamais fait de jeux vidéo et qui viennent de la musique enregistrée, on va dire de la pop, en fait, et qui sont souvent des gamers et qui ont envie de rencontrer, de rentrer dans nos univers. On a envie qu'ils nous rejoignent et qu'ils rentrent dans nos univers. C'est ce que disait Jean Z, qu'on avait accueilli quelques semaines plus tôt pour présenter l'exposition à la Philharmonie. Il disait que les musiciens d'aujourd'hui étaient des gamers comme les autres. Et ça change quand même beaucoup de choses sur vos possibilités à vous dans votre métier. Vous devez le sentir que le public de musiciens avec qui vous travaillez, c'est de plus en plus de gamers. Absolument. Et ça rejoint un mouvement dans l'industrie de la musique qui est vraiment très intéressant, puisque les labels de musique, les éditeurs, les équipes de management des artistes se rendent bien compte que le jeu vidéo est une plateforme formidable pour faire découvrir les artistes aussi. Et qui a un prestige aussi. Et qui a un prestige, qui est reconnu désormais. La dernière marque de reconnaissance qui manquait, c'était les Grammy Awards. Et il y a une catégorie depuis 2023. Le premier titre a été gagné par Ubisoft. C'était pour quel jeu déjà? C'était pour Assassin's Creed Valhalla, un DLC qui s'appelle Dawn of Ragnarok. Et c'était avec une compositrice, on n'en est pas américaine, ouais, Stéphanie Economou. Et donc, c'était le dernier qui manquait. Il y avait déjà les BAFTA, il y avait tous les autres. C'est la preuve que la musique de jeux vidéo est désormais reconnue. C'est quoi une musique de jeux vidéo qui est réussie? Parce que j'ai lu plusieurs interviews de vous et vous citiez 3 aspects. La musique score, la musique diégétique. Absolument. Et le dernier, c'était la musique pour créer des effets, notamment pour les récompenses. Ouais. C'est les 3 piliers? C'est, je dirais en tout cas, ce qui fait la spécificité de la musique de jeux vidéo et ce qui l'emmène peut-être un cran plus loin encore que la musique à l'image sur des médias plus traditionnels, c'est le fait qu'elle est non linéaire et qu'elle suit l'action. La musique de jeux vidéo, elle est dynamique. Sound design, on a une frontière. La frontière est ténue avec le sound design, en effet, vous avez raison. Et finalement, ce qui est formidable, c'est que la musique de jeux vidéo, en fonction des jeux, mais dans certains jeux, donne des indications de jeu, en fait. Dit au joueur s'il a bien joué, dit au joueur ce qu'il devrait faire, ce qu'il a mal fait, et ça, c'est vraiment formidable, parce que ça permet, il y a des pouvoirs dans la musique à l'image qui sont fantastiques pour créer des émotions, pour suivre la narration, etc. Par exemple, l'alerte quand vous êtes repéré dans un Assassin's Creed ou quand vous activez une tour pour les voyages rapides. Absolument. Il y a un son spécifique. Et ça, c'est fait exprès. C'est une signature un peu. Plus qu'un son, il y a même une modification du comportement musical. Donc en fait, notre travail, avec les compositeurs et les compositrices avec lesquels on collabore, c'est de déconstruire la musique qu'on reçoit et la reconstruire en temps réel dans le jeu avec des technologies qui ont vraiment formidablement avancé ces dernières années et qui nous permettent de rendre cette musique dynamique, mais de le faire de manière imperceptible pour les joueurs. Dans ces 3 piliers que je viens de mentionner, donc il y a la musique score, donc c'est des chansons créées pour le jeu ou qu'on prend mais pour faire passer une émotion, si j'ai bien compris. La musique diégétique, c'est celle qu'on entend dans le jeu qui fait partie de l'environnement. Exactement. Le 3e aspect, donc c'est plutôt comme des messages pour le joueur. Quand vous construisez la bande son d'un jeu, est-ce que vous commencez par l'une des 3 parties ou est-ce qu'il faut réussir à avancer à tâtons sur chacune en même temps? C'est une bonne question, ça dépend des jeux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la somme de tout ça qui fait une bonne musique de jeu vidéo. Et on a de plus en plus tendance à travailler avec beaucoup de compositeurs et de compositrices différents en fonction de ce dont on a besoin dans le jeu. Si je prends l'exemple d'un Assassin's Creed, on parlait de Black Flag Resynced tout à l'heure, il y a la musique de Brian Tyler, il y a la musique additionnelle d'ailleurs qu'on sortira bientôt de Steven Lukács, mais il y a aussi les sea shanties. Les sea shanties, ce sont des chants marins voilà, du XVIIIe siècle. C'est la musique diégétique. C'est la musique diégétique, exactement, puisque les marins chantent quand on est à la barre du bateau. Et évidemment, ça a un impact sur le gameplay. Ça a un impact sur le gameplay, et puis c'est un reward, une récompense formidable pour les joueurs et les joueuses. Et puis là, évidemment, on fait appel à des partenaires différents. En l'occurrence, Shane Dagger, qui est un formidable... Là, vous parlez beaucoup de personnes, et j'ai lu que vous refusiez de travailler avec l'IA, alors que beaucoup de gens disent que l'IA, c'est le futur dans beaucoup de métiers. Pourquoi refuser l'IA aujourd'hui? Est-ce que vous pensez pouvoir refuser indéfiniment l'IA? On ne refuse pas l'IA, on refuse de ne plus travailler avec des êtres humains, avec des artistes, avec des grands compositeurs ou compositrices, parfois en devenir. On utilise l'IA depuis longtemps et on l'utilisera de manière de plus en plus intensive, mais pas dans tout. Et on l'utilisera plutôt pour justement...
améliorer la réactivité, l'aspect dynamique de la musique de jeux vidéo, les systèmes modulaires qui rendent cette musique interactive. Et puis on l'utilise déjà évidemment pour prototyper au plus vite, à arriver à des résultats formidables, et qu'on va demander à des compositeurs professionnels de revisiter, de s'en inspirer, de créer. Oui, au final, il faut qu'il y ait un peu de génie humain pour sublimer. C'est ce qu'on pense. On va essayer d'être sport parce que la Coupe du Monde e-sport se déroule en France cet été. Soyons sportifs. Votre musique de jeux vidéo préférée, mais hors de l'univers Ubisoft. Oh là là, quel colle. Vous avez cité Hades, franchement, ça fait partie de mes musiques de jeux vidéo préférées. Hades 2 récemment. Super Giants. Absolument. Je peux pas ne pas citer Clair Obscur, Expédition 33 et la formidable musique de Lorient Testard, Alice Duport-Mercier. Et puis, si je dois en trouver une autre, je vais citer un exemple un petit peu plus ancien. J'ai adoré la musique de Conquer Bad Fur Day. C'était sur N64. J'ai oublié le nom du compositeur. Je savais pas que j'allais répondre à cette question. Mais pourquoi je l'aimais? Parce qu'elle était géniale en elle-même, mais aussi parce que l'interactivité, justement, en temps réel, dans l'expérience de jeu, était particulièrement aboutie, à mon sens. Le sound design était harmonieux. Absolument. Merci beaucoup, Alkis Argyriadis, donc le directeur de la musique chez Ubisoft. On sera amené à vous recevoir à nouveau dans cette émission. J'en profite pour montrer ce que vous m'avez ramené, qui montre bien que la musique de jeux vidéo, elle existe aussi en vinyle, puisque les vrais amateurs de musique n'hésitent pas à avoir sur support physique quelque chose qu'ils puissent avoir de qualité optimale pour écouter les musiques. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de PlaySmart. On va continuer avec une autre pratique essentielle. Le e-sport, ça se développe, et surtout la Coupe du Monde e-sport, la eSports World Cup, c'est en France cette année. J'accueille 2 dirigeants du secteur. Ils vont m'expliquer les enjeux de cette compétition, mais aussi de manière plus large, les enjeux économiques et sociaux de leur secteur. La eSports World Cup devait se dérouler en Arabie Saoudite. L'actualité internationale en a décidé autrement. Ce sera en France cet été. Quel impact sur le secteur du e-sport français? On va en parler tout de suite avec mes invités. Marceau Lambert, bonjour. Bonjour. Directeur général de Gentlemates, l'une des grosses structures, jeunes mais grosses structures françaises du e-sport. Ravi de vous accueillir. Nicolas Morer, bonjour, cofondateur, directeur stratégique de Team Vitality, l'un des premiers gros club français, fondé en 2013, si je ne me trompe pas. C'est juste. Et vous êtes président donc, de l'Union des clubs de e-sport français. Vous pouvez le prononcer, cet acronyme? C'est UFCEP ou UFCEP. Et voilà, c'est une association qui réunit les principaux, à peu près tous les clubs professionnels d'e-sport. 12 clubs. 12 clubs, ça fait combien de professionnels dans ces différentes écuries qui travaillent et qui sont à plein temps dans le e-sport? Alors, ça va dépendre. C'est toujours l'un des questionnements du secteur. Qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde, on va dire, les staffs de ces différentes équipes, c'est quelques centaines. Voilà, ça va être quelques centaines d'employés. Si on rajoute les joueurs professionnels, là, on est peut-être l'écosystème de l'e-sport, joueurs, employés du secteur en France, c'est autour de 500 personnes seulement pour les clubs. Et après, si on élargit, on va regarder ce qui se passe côté des éditeurs de jeux, donc des publishers, donc qui ont, eux, des verticales qui s'occupent du versant compétitif de leurs jeux et de l'e-sport. En France, c'est pas forcément énorme, c'est probablement quelques dizaines. Et après, on peut regarder aussi les promoteurs, les organisateurs de tournois. Et là, on se parle peut-être encore en centaines de personnes. Ça fait travailler de l'événementiel, notamment. Voilà, donc en fait, ça dépend à quelle hauteur on se place. eSports World Cup en France, Marceau, ça va avoir quel impact sur l'industrie, sachant que là, on est en pleine Coupe du Monde de foot aussi, et chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde de foot, on s'attend à la Fédération française à une hausse de licenciés. Oui. Quel effet potentiel dans votre secteur à vous? Alors, je pense que la France était déjà très bien placée en termes d'e-sport et d'événementiel, puisque sur les 3 dernières années, la France a accueilli beaucoup de très beaux événements. Dont un très récemment par Gentlemates. Dont un très récemment que l'on a organisé avec Gentlemates. Major 4 Call of Duty, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça, le 4e major de Call of Duty, donc, qui est plutôt une franchise américaine. Et on a ramené un événement en France, c'était la première fois depuis 10 ans, donc c'était l'occasion de tester un petit peu les fans français qui ont répondu présents. Et on espère que ce sera aussi la même chose pour l'eSports World Cup. Ce qu'on peut espérer de cet événement, c'est aussi d'ouvrir un petit peu plus le scope que seulement de l'e-sport.
On le voit avec la cérémonie d'ouverture de cet événement. C'est toute une culture autour. Exactement. Il y a toute une culture autour qui va bien au-delà de l'e-sport, puisqu'il y a des artistes comme Theodora, Yana Nakamura et DJ Snake qui ont été invités. Donc ça va vraiment permettre d'ouvrir le champ et de mettre un maximum de visibilité sur le monde de l'e-sport. Donc c'est ce qu'on peut espérer de cet événement. Et puis c'est un événement qui dure dans le temps. Je pense que l'e-sport World Cup a très bien marketé. Exactement. Ce sont 7 semaines jusqu'à la fin août, je crois le 24 août si je ne dis pas de bêtises, ou le 23. D'ailleurs, si je veux la regarder, là, je sais qu'il y a DAZN qui a les droits, mais c'est essentiellement sur les réseaux sociaux, Internet, qu'on pourra suivre les compétitions en fait. Oui, comme la plupart des compétitions d'e-sport, le lieu principal de consommation, c'est Twitch ou YouTube. Donc, c'est les diffuseurs Internet classiques, en tout cas pour les fans d'e-sport, qui ont l'habitude d'aller regarder sur ces plateformes. Là, justement, une couverture un peu plus large avec des diffuseurs comme DAZN. Et également, il va y avoir une minute quotidienne sur France Télévisions. Donc, ça participe à ce qu'évoquait Marceau, justement, d'avoir aussi d'intéresser un public plus large que le public d'aficionados. Et les chaînes historiques. Habituelles. Voilà. Qui puissent payer des droits pour diffuser aux heures de grande écoute pour les gens qui ne connaissent pas. Et tout en continuant à utiliser ce qu'on appelle les co-streamers, donc c'est-à-dire les gens qui, par exemple, sont affiliés ou non à des clubs, qui ont des communautés qui sont déjà connaisseurs et connaisseuses de l'e-sport et qui vont regarder sur leurs canaux Twitch. Tout à l'heure, je parlais du foot, sport traditionnel, entre guillemets, sport plein air. Il y a aussi le sport en salle, bien sûr. Mais ces sports-là, en fait, ils ont une métrique vraiment simple, c'est le nombre de licenciés. Pour vous, j'imagine qu'il n'y a pas un nombre de licenciés. Donc, c'est plus difficile de comptabiliser la pratique, puisque c'est des joueurs qui peut-être achètent les jeux et qui ne deviennent pas forcément compétiteurs. Comment vous évaluez la pratique ? Alors, en effet, c'est un petit peu plus subtil. On va dire que l'e-sport, quand on parle d'e-sport, on parle du versant professionnel. Joueurs et joueuses qui sont sous contrat avec des équipes qui vont jouer les compétitions nationales, continentales, mondiales. Néanmoins, avant d'arriver à ce niveau-là, voilà, on commence à jouer au jeu. On va jouer dans les modes parties classées des différents jeux. Et là, on va regarder plutôt les comptabilisations que font chaque éditeur, selon qu'il les publie ou non. Voilà, on sait par exemple que sur League of Legends, en Europe, on a à peu près 2 à 3 millions de joueurs qui jouent en partie classée. Pour autant, tous ces gens-là ne sont pas des professionnels, ni même tout cela n'aspire à le devenir. Donc, quand on regarde les métriques de notre secteur, c'est les professionnels. Par contre, voilà, il y a une antichambre et une passion de millions de joueurs et joueuses qui commencent à doucement monter les échelons en pratique compétitive un petit peu au début pour commencer à s'intéresser. Et dans ce lot-là, il va y avoir les plus doués, les plus talentueux qui vont vite monter et qui vont commencer à être détectés par les équipes professionnelles et qui vont commencer à aller dans les ligues inférieures et puis faire leur parcours vers la professionnalisation complète. Il y a beaucoup de fantasmes autour du e-sport. C'est-à-dire que c'est soit on vous dit que ça va tuer tous les sports traditionnels, soit on vous dit en fait ça va durer 5-10 ans et ça va s'arrêter. La vérité est souvent entre les deux. Aujourd'hui, si on fait une évaluation concrète, un joueur professionnel de très haut niveau, combien il gagne à l'année et surtout combien de temps dure sa carrière ? Parce que ça aussi, c'est important. Alors, combien il gagne à l'année ? Pour les tout meilleurs ? Il n'y a pas de réponse exacte. Pour les tout meilleurs, dans le monde, ça peut aller sur plusieurs millions d'euros à l'année. Oui, exactement. Mais ça reste très dépendant des jeux auxquels ils jouent, de l'organisation à laquelle ils sont présentes, du continent aussi sur lequel ils jouent. C'est surtout du sponsoring qu'ils reçoivent ou c'est les prizes des compétitions ? Un peu de tout. Ou le sponsoring, pour la plupart du temps, il va aux équipes. Après, il y a certains joueurs effectivement qui ont des sponsoring individuels, ça commence à arriver au même titre que dans le sport. Mais c'est en grande majorité encore pour les clubs que le sponsoring, enfin que les clubs qui bénéficient du sponsoring. Donc c'est surtout une partie de rémunération et puis après effectivement des cash prizes selon les résultats qu'ils font pendant les compétitions. Ce qui veut dire que là, par exemple, chez Team Vitality ou Gentlemates, un joueur professionnel ou une joueuse professionnelle, même si je crois qu'elles sont ultra minoritaires, sont des salariés. C'est quel type de contrat ? Ça dépend en réalité. Nous, par exemple, on a des joueurs et joueuses dans 15 pays différents. Et en fait, les législations, notamment sur l'e-sport, ne sont pas toujours les mêmes. Donc, en fait, on a des réalités différentes selon les pays de nos joueurs et joueuses. Donc, on n'a pas encore le niveau d'unification et d'harmonisation qu'on peut voir dans le sport avec un droit du sport qui est établi depuis longtemps. Donc, c'est un petit peu complexe. Et de toute façon, encore en construction. Encore en construction. Et je dirais que c'est un peu la
logique de l'e-sport. C'est vraiment, nous, on est là depuis 2013, on a été pionniers. C'est vraiment un secteur d'entrepreneurs où on a fait beaucoup de choses avant que finalement les législations et les lois ne suivent. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on a créé, ça fait une bonne transition, l'Union des clubs, parce qu'on veut pérenniser, sanctuariser et professionnaliser la filière sur les questions de contrat, de formation des joueurs et joueuses de demain, d'organisation d'événements. Et il y a énormément de choses encore à faire pour développer le secteur. Donc justement, tout à l'heure, je parlais des fantasmes autour du secteur. Là, vous me parlez des clubs. C'est d'abord les clubs qui vont devoir se professionnaliser avant de professionnaliser les personnes. C'est quoi le budget annuel d'une entité comme Gentlemates ou Team Vitality, si on compare par exemple au foot? C'est très dépendant selon les organisations. Le nombre de jeux sur lequel on se positionne. Selon le nombre de jeux, selon les années aussi. Il y a des années sur lesquelles ça fonctionne mieux que d'autres. Pour donner, je pense, une très grande fourchette et pour ne pas parler que de Gentlemates ou de Team Vitality, je pense qu'on est entre 500 000 euros pour les plus petites organisations et puis on peut atteindre 30 millions pour les plus grandes organisations. Ouais, pour repréciser ça, les top clubs mondiaux, on va considérer qu'ils sont entre 25 et 60 millions de budget. Voilà. Ce qui veut dire que si on compare à certains sports, je vais prendre le basket ou le foot, où là on est sur une autre planète, le potentiel du e-sport dans ce volume économique, il peut arriver jusqu'à quel niveau? D'ici, je dis 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, ça peut prendre du temps, mais c'est quoi le potentiel? Il y a deux enjeux en fait. Il y a l'enjeu de la croissance des audiences. En fait, les audiences e-sport sont déjà très très importantes et bien plus importantes que beaucoup de sports hors des mastodontes que vous évoquez. Mais la monétisation, voilà. Le deuxième point, donc on va continuer à faire croître l'audience, mais c'est déjà très fort et ça se compare favorablement à beaucoup de sports. Mais par contre, la monétisation, donc le revenu par fan, qui est l'une des métriques classiques qu'on regarde dans le sport, c'est encore à la traîne dans l'e-sport. Pour plusieurs raisons. L'absence de vrais droits de diffusion, le fait que les clubs n'aient pas encore, pour la plupart, leurs arènes ou leurs stades. En fait, il y a encore beaucoup de leviers de monétisation qui ne sont pas activés. Par contre, ceux qui existent et qui sont similaires au sport, comme le sponsoring, se développent très bien. Mais voilà, on n'a pas toutes les composantes. Et donc, aujourd'hui, le revenu par fan dans l'e-sport, il va être vraiment bien en dessous de la plupart des sports et c'est à mon sens l'énorme vecteur d'amélioration et de progrès du secteur pour qu'on puisse justement rattraper les grands sports. Après, le but n'est pas de les remplacer. Nous, on voit les sports comme un entertainment, un spectacle parmi d'autres qui est vraiment celui des plus jeunes générations mais qui consomment par ailleurs du foot. Enfin, je pense que là, nos fans, ils regardent aussi la Coupe du Monde. Il y a des jeux vidéo. Voilà, tout ça n'est pas exclusif. Une des raisons aussi à ça, c'est le fait que la base de fans soit assez jeune encore dans l'e-sport. Donc, ils n'ont pas forcément toujours les moyens de mettre à contribution. Et on voit que tout est encore à faire. Pour mettre un dernier point, on voit quand même que ça bouge. Parce que, par exemple, il y a quelques années, le prix des billets pour les événements e-sport était volontairement assez bas pour que les salles soient remplies. C'était l'objectif premier. Là, au Major de Cologne sur Counter-Strike, dont on revient, les passes de 3 jours, c'était 1 000 euros. Alors, c'était dans la plus haute catégorie et c'était sold out immédiatement. Des prix donc là, on voit qu'on commence à venir dans des logiques de prix de sport traditionnel. Ouais. Donc en fait, on est en train de rattraper tranquillement ces autres sports. Et dans le développement, il y a ce côté, vous parliez d'esprit entrepreneurial, par exemple Gentlemates qui organise une compétition. Oui. Ça va être le modèle des clubs, c'est de savoir organiser des compétitions internationales parce que normalement c'est dans les autres sports c'est les fédés. Oui. Là c'est des clubs. C'est un modèle de club quand les éditeurs nous le permettent et ça c'est aussi une des choses pour lesquelles l'UFCEP existe aujourd'hui, c'est de créer une meilleure relation avec les éditeurs et puis les détenteurs des droits le champ des possibles exactement pour les clubs. Donc quand les éditeurs le permettent, c'est effectivement une superbe opportunité pour un club que d'organiser un événement ou de le co-organiser puisque c'est vecteur de revenus, ça permet d'améliorer ou en tout cas de se créer une image plus importante et notamment à l'international aussi. Gagner un savoir-faire aussi organisatif. De gagner un savoir-faire et puis bien évidemment de créer du revenu via la vente de merchandising potentiellement, le ticketing sur place. C'est passionnant, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire et vous serez les bienvenus pour revenir la saison prochaine dans la saison 3 de PlaySmart. Marceau Lambert, directeur général Gentlemates et Nicolas Morer, cofondateur directeur stratégique Team Vitality. Merci beaucoup. L'iSports World Cup, c'est en ce moment. Vous pouvez la suivre donc quasiment partout, notamment donc sur DAZN et sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas. On va s'intéresser maintenant à d'autres professionnels du jeu vidéo. Ça va être plus local. C'est Gaming, c'est l'association des professionnels des Hauts-de-France. C'est eux qui organisent chaque année les fameux Game Camp qui étaient cette année à l'Université catholique de Lille. J'accueille le délégué général de l'association.
Fin juin, la France du jeu vidéo, où les professionnels français du jeu vidéo étaient réunis à Lille pour le Game Camp. On accueille les organisateurs, l'un des représentants des organisateurs, Laurent Perrois, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Délégué général donc, de Gaming, association des professionnels du jeu vidéo dans les Hauts-de-France. Dans les grandes lignes, je vais le dire un peu froidement, à quoi ça sert ? Une association comme Gaming, alors c'est pas la seule, parce qu'on a sur tous les grands territoires dans lesquels on va retrouver l'industrie. On avait accueilli plusieurs acteurs d'ailleurs au cours de la saison. J'ai pu voir, j'ai reconnu pas mal de visages familiers. L'idée, c'est que l'asso est né, créé par les entreprises de jeux vidéo qui existaient il y a plus d'une quinzaine d'années et qui ont souhaité avoir, appelons ça un phare ou un point de rassemblement qui leur permette justement de les représenter, de les valoriser et de les aider à se développer. Donc finalement, le travail d'une association comme la nôtre, c'est que la vie d'une boîte de jeux vidéo soit mieux avec nous que sans. Les Hauts-de-France, c'est un gros territoire de jeux vidéo. C'est peut-être pas celui qui a le plus été mis en valeur. Par exemple, on pense à Montpellier, l'Occitanie, qui a eu beaucoup de chance avec un certain jeu vidéo. Mais il y a quand même des gros acteurs. Je pense à Ankama, mais pas que. Il y a aussi des écoles de jeux vidéo. Il y a aussi un développement du soutien aux industries créatives. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que Lille a réussi à devenir une terre de jeux vidéo à ce niveau ? Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'on est une industrie, effectivement, qui n'est pas la plus grosse, mais qui demeure une des plus robustes, et ça, on essaye de rester très vigilant là-dessus, tout en n'ayant aucun studio Ubisoft. C'était assez étrange, parce que finalement, un acteur comme Ubisoft a essaimé énormément sur beaucoup de territoires, et nous, finalement, les deux plus gros acteurs qui étaient les deux premiers, c'était Nacon, donc la filière de Big Ben, et Ankama, bien entendu. Et si Ubisoft nous entend, ils peuvent venir. C'est ça un peu le message, ils sont les bienvenus. Nous, on accueille tout le monde. Disons qu'en tout cas, on n'a pas de ce segment-là de marché dans la fabrication des jeux n'est pas présent sur le territoire. Mais finalement, tout s'est construit autour de ce qui est devenu ce côté un petit peu insulaire du Nord, autour d'Ankama avec toute sa spécificité et limite son statut d'heureuse anomalie. Et en parallèle, Nacon, donc, qui a été le label de Big Ben Interactive pour justement développer toute cette partie publishing de jeux vidéo. Qui a des difficultés à l'image, Nacon a des difficultés à l'image de toute l'industrie. Vous avez organisé, c'est ce que vous organisez chaque année, c'est le Game Camp à l'Université catholique de Lille cette année. J'y étais, c'était génial parce que les gens se rencontrent, parlent. Malgré le contexte, il y a des sourires, il y a des échanges. C'était quoi l'idée de départ quand vous l'avez mis en place, cette grande rencontre ? Alors s'il y a bien un endroit où tous les pros doivent se retrouver une fois par an, c'est effectivement le Game Camp, et il a été pensé comme ça. La volonté initiale, lorsque l'événement a été initié, c'était de pouvoir justement proposer une fois par an qu'un événement rassemble toutes celles et ceux qui font et qui sont le jeu vidéo. C'était un événement métier avant toute chose. C'était le plus important. Et l'idée, c'était de dire que tout un studio devait pouvoir venir au Game Camp. On a fait en sorte que ce soit le plus abordable possible financièrement pour pouvoir se dire « Ok, on va s'arrêter et on va emmener l'équipe avec nous ». Pour partager un moment à la fois justement d'échange de compétences, de retour d'expérience, mais de convivialité, tout en restant très studieux sur le business. Ce qu'on le rappelle, on n'a plus beaucoup de temps parce que le temps file très vite, mais il y avait Gaëtan Bruel, par exemple, du CNC, qui était là pour un discours d'ouverture, des représentants de gros studios qui venaient parler de leur succès, par exemple le succès marketing du jeu comme Kern. Donc il y a des conférences. Il y a des rencontres entre professionnels, donc vous pouvez booker pour parler pendant 30 minutes à un professionnel de votre choix s'il accepte. Donc c'est ça le Game Camp, c'est entre guillemets l'esprit de gaming concentré sur 2 jours à l'échelle nationale. En fait, vous proposez votre modèle, votre philosophie à toute la France pendant 2 jours. Ça demeure un événement associatif donc, qui est manœuvré par 2 structures qui représentent les professionnels de l'industrie. Donc l'idée, c'est qu'on est censé savoir le mieux possible de quoi peuvent avoir besoin tous ces professionnels. Et une fois par an, on essaye le mieux possible de livrer, on va dire, la mise à jour chaque année, et on fêtera les 10 ans l'année prochaine. Laurent Perrois, délégué général donc, de Gaming, merci beaucoup. L'organisateur, donc l'association organisateur du Game Camp chaque année, on y sera en 2027 pour cette nouvelle édition, en espérant qu'il y aura de meilleures nouvelles sur le plan macroéconomique autour de l'industrie. Merci beaucoup, à très bientôt. Cette émission est terminée. Petit mot à mon ami et confrère Christophe Glaise, toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son métier. Ça fait 1 an, c'est long. On espère le retrouver très prochainement. J'en profite aussi pour remercier les gens qui m'ont accompagné sur cette émission. Sybille Aoudjan à l'édition, Charles à la réalisation et bien sûr l'incontournable Paul au son. À très bientôt et n'oubliez pas, d'ici la semaine prochaine, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.